Je vais laisser vous présenter. Merci beaucoup Laure d'avoir accepté de participer. Bonjour à tous, donc, moi je suis Laure Brown, je suis praticien hospitalier sur cardio en endocrinologie. Je remercie Guillaume Baudry et Clément Delmas pour pouvoir parler d'urgence endocrinologique et cœur. Dans ce papier récent, on a une liste d'endocrinopathies qui peuvent être associées à l'insuffisance cardiaque et je vais me concentrer sur le phéochromocytome et l'hyperthyroïdie. On va commencer par l'hyperthyroïdie. La thyroïde fabrique essentiellement de la T4 qui est ensuite convertie en T3 en périphérie et c'est elle l'hormone active en particulier au niveau cardiaque. Elle agit sur des récepteurs nucléaires et elle a un rôle plutôt favorable sur la contractilité cardiaque. Et elle va agir sur plein de gènes. Il y a une régulation positive, par exemple, des récepteurs bêta-adrénergiques, des chaînes alpha de myosine, de CERCA2, de canaux potassiques et de la pompe NAK-ATPase. Et elle agit elle régule de façon négative les chaînes bêta de myosine et le phospholamban. Alors, dans l'hyperthyroïdie, on a une amélioration de la relaxation diastolique, une baisse des résistances vasculaires périphériques par vasodilatation, ça baisse la post-charge. On a également des augmentations de précharge, des accélérations de la fréquence cardiaque, tout ça aboutissant à une augmentation du débit cardiaque. Et au bout d'un certain temps, on a une relaxation altérée et des modifications structurelles qui peuvent aboutir à de l'insuffisance cardiaque. Il y a un surrisque d'arythmie par fibrillation auriculaire dans l'hyperthyroïdie, associé à un surrisque d'AVC ischémique, et sont décrits aussi des vasospasmes coronaires. Ce qu'on appelle cardiothyréose, c'est les manifestations cardiaques des hyperthyroïdies, et vous comprenez que c'est d'autant plus sévère que si le patient est âgé ou qu'il a déjà une cardiopathie sous-jacente. On va parler de crise aiguë thyrotoxique. C'est une urgence vitale qu'il faut très vite diagnostiquer, et ça correspond en fait à une hyperthyroïdie sévère avec une décompensation multisystémique. Il ne faut pas se fier au seul niveau de T3, T4. Ça peut survenir chez quelqu'un dont l'hyperthyroïdie n'est pas connue ou mal traitée, et souvent vous retrouvez un facteur déclenchant. Ça peut être une chirurgie, un sepsis, un arrêt brutal des traitements antithyroïdiens de synthèse. Et nous, les patients qu'on envoie faire de l'iode 131 thyroïdectomie, il faut absolument qu'ils soient très bien préparés par antithyroïdiens de synthèse pour éviter ce risque. Il y a des scores qui ont été développés, dont le score BWPS, que vous pouvez taper sur Internet, et vous avez la liste des critères qui apparaissent, qui associent la température, la tachycardie, la présence d'une EFA, de signes d'insuffisance cardiaque, des signes digestifs, des signes neurologiques qui peuvent aller jusqu'au coma, et l'existence ou pas d'un facteur précipitant. Et quand vous êtes à plus de 45, c'est très en faveur d'une crise aiguë thyrotoxique. En dessous de 25, c'est peu probable. Pour la prise en charge, en plus de la prise en charge de réanimation, il y a des traitements spécifiques à visée thyroïdienne et ça associe différentes molécules à très forte dose. On a un antithyroïdien de synthèse, le propylthiouracil, qui permet de bloquer la synthèse des hormones thyroïdiennes, mais également qui bloque la conversion de T4 en T3. Si le cardiologue l'autorise, le propranolol, pour réduire la fréquence cardiaque et ce bêta-bloquant a la particularité de bloquer la conversion de T4 en T3. S'il n'y a pas de saturation iodée, on peut mettre en place après les antithyroïdiens de synthèse de la solution de Lugol pour, pareil, bloquer la synthèse des hormones thyroïdiennes et empêcher l'entrée d'iode dans la cellule. Et enfin, de l'hydrocortisone à forte dose pour bloquer la conversion de T4 en T3 et traiter une insuffisance surrénale fonctionnelle. Dans ce papier, c'est une étude rétrospective française qui évaluait en réanimation dans 30 centres les cas de crise aiguë thyrotoxique. À gauche, vous avez les patients qui n'avaient pas survécu, 16 patients, et à droite, les survivants, 76 patients. Donc, ce qu'on voit tout de suite, c'est que c'est très sévère. Vous avez 17% de mortalité en aiguë et 22% à 6 mois. Parmi les facteurs précipitants, les 3 principaux retrouvés étaient la prise d'amiodarone, l'arrêt des antithyroïdiens de synthèse et un problème infectieux. Les signes cliniques, on avait des signes d'insuffisance cardiaque, des signes neurologiques, des signes digestifs. Les étiologies, les deux plus fréquentes étaient l'hyperthyroïdie à la cordarone et la maladie de Basedow. Les patients qui n'ont pas survécu ont fait plus d'arrêts cardiaques avant l'arrivée en réa et il y a eu plus de chocs cardiogéniques dans les 48 premières heures. Et ce paramètre était associé de façon indépendante à la mortalité. Les fractions d'éjection sont effondrées chez les non-survivants à 10% contre 30%.
et les taux de T3 plus élevés chez les non-survivants à 20 contre 8,6 picomol par litre. Les traitements qu'on a vus avant ont été tous un peu utilisés. Il y a eu plus souvent recours à la plasmaphérèse parmi les non-survivants. Alors ça, c'est en cas d'échec du traitement médical au bout de 2-3 jours, mais c'est un effet transitoire. Et on peut discuter aussi la chirurgie, mais c'est très à risque dans le contexte. Et puis, pour terminer sur cette étude, les non-survivants, comme ils étaient plus sévères, ont plus souvent recours à la ventilation mécanique, aux vasopresseurs, à l'assistance circulatoire et à la dialyse. Maintenant, un petit focus sur l'hyperthyroïdie à la cordarone. Il y en a deux types. C'est le type 1 qui est une surcharge iodée qui est liée à la molécule de cordarone sur une thyroïde qui est pathologique. Ça peut être un goître multinodulaire, un base d'eau, un adénome toxique. Et en fait, c'est l'apport d'iode qui va augmenter la synthèse des hormones thyroïdiennes. Le délai d'apparition, il est court, un peu plus de 3 mois. Si on dose des anticorps anti-TPO, les TRAC peuvent être augmentés. À l'écho-thyroïdienne, il peut y avoir une hypervascularisation. La fixation scintigraphique, elle existe, de faible à élevée. Et les grandes lignes de traitement, c'est antithyroïdien de synthèse, perchlorate de sodium, ça empêche l'entrée d'iode et ça décharge l'iode non organifié. Et puis après, on fait un traitement radical par chirurgie au iode 131. Et l'autre type, c'est le type 2 qui est complètement différent. C'est une thyroïdite sur une thyroïde qui est saine. C'est un effet toxique d'accordarone qui entraîne une lyse des cellules et ça libère massivement les hormones thyroïdiennes. La scintille, elle va être blanche. Alors, ça apparaît plus tardivement, 30 mois. À l'écho, on n'a pas d'hypervascularisation et le traitement, c'est les corticoïdes de synthèse. Le problème, c'est qu'il y a des formes mixtes. Ce n'est pas toujours simple à différencier. Pour la prise en charge, le plus souvent, on arrête l'amiodarone. Ça peut être discuté dans le type 2 parce qu'il y a des rémissions possibles. Enfin, ça, on ne va pas le faire si c'est une forme sévère. Et quand on laisse la cordarone, on met plus de temps à revenir à une thyroïdie et puis il y a un risque de rechute plus fréquent. Et pour la prise en charge, c'est bêta-bloquant. Et pour les formes sévères, on n'hésite pas à sortir les 3 traitements en fait, à forte dose, le PTU, le perchlorate de sodium en ATU et la prednisone. Et puis parfois, on discute la thyroïdectomie totale si ça ne fonctionne pas après quelques semaines de traitement ou très vite s'il y a une forme sévère. Mais c'est à risque. Maintenant, on va passer au phéochromocytome et au paragangliome. Alors, un paragangliome, qu'est-ce que c'est? C'est une tumeur neuroendocrine rare qui va se développer au niveau des ganglions sympathiques et parasympathiques depuis la base du crâne jusqu'au plancher pelvien. Et le phéochromocytome, c'est un paragangliome, mais qui est développé au niveau de la médullosurrénale. Retenez qu'un phéochromocytome, ça fabrique des catécholamines. Un paragangliome, beaucoup moins. C'est plutôt les abdominaux, un peu les thoraciques et les pelviens, et très peu les cervicaux. Au niveau du cerveau et du système nerveux sympathique, on synthétise la dopamine, la noradrénaline. Donc là, ça s'appelle des neurotransmetteurs. Et au niveau de la surrénale, on a une enzyme supplémentaire qui permet la synthèse d'adrénaline à partir de la noradrénaline. Et en fait, la surrénale fabrique beaucoup d'adrénaline, un peu de noradré et un tout petit peu de dopamine. Et là, ça s'appelle des hormones circulantes. Et quand on fait des dosages, jamais les catécholamines, c'est les dérivés méthoxylés libres sanguins ou urinaires. Quand il y a plus de 4 fois la normale, c'est très en faveur d'une hypersécrétion tumorale. Et comme il y a plein d'interférences, on ne dose bien sûr jamais les dérivés méthoxylés sous amine. Il faut peut-être au moins 24 heures d'arrêt, parce que la demi-vie est très courte, avec les réserves d'interprétation quand on est en réa ou en musique. Cliniquement, alors, vous connaissez la triade céphalée, sueur, palpitation. Il peut aussi avoir des malaises, des poussées d'hypertension, de la pâleur. Et tout ce qui est manifestation cardiovasculaire, donc il y a plein de présentations possibles. L'HTA, elle peut être permanente. Vous pouvez avoir de l'hypotension s'il y a un FeO à adrénaline ou à dopamine. On retrouve des AVC ischémiques ou hémorragiques, des troubles du rythme, de l'ischémie, des tableaux de myocardite, de cardiopathie dilatée. Et on considère que dans 10% des cas de FeO de paragangliome sécrétant, il peut y avoir un Takotsubo, qui peut se compliquer d'un choc cardiogénique. Alors, un point important, c'est que la libération des hormones, des catécholamines par ces tumeurs, elle peut être spontanée ou induite par un facteur déclenchant. Donc, ça peut être une chirurgie, un traumatisme, des médicaments, on les verra après, ou un stress aigu. Ça, c'est le consensus ESC 2018 sur le Takotsubo, où dans la liste des facteurs physiques déclenchants, on retrouve le phéochromocytome. Et dans la définition intertacte de cette dysfonction VG transitoire, on a listé le phéochromocytome comme trigger du Takotsubo. Et dans un
un PNDS récent des experts français de ces tumeurs, vous avez toute la liste des situations où il faut rechercher ces tumeurs sécrétantes et vous retrouvez l'antécédent de Takotsubo. En termes de mécanisme, dans un stress aigu sévère, vous allez activer le système nerveux sympathique central qui va libérer plus de noradrénaline qui peut agir au niveau cardio-circulatoire. Mais le système nerveux sympathique, il va aussi innerver la médulo-surrénale, ce qui va libérer des catécholamines. Donc, on a les deux mécanismes. Et quand vous avez une tumeur sécrétante, on va considérer que c'est la libération massive des catécholamines qui va agir sur le cœur et les vaisseaux. Mais dans la littérature, on voit aussi que c'est considéré, ce FeO, comme étant un trigger qui peut activer, enfin un facteur activant le système nerveux sympathique. Les mécanismes dans le Takotsubo, ils sont multiples. Là, je vais pas décrire, mais je vais juste me concentrer là sur cette image de cœur. Vous avez en vert les terminaisons sympathiques et en bleu et rouge les récepteurs bêta-adrénergiques. Alors, il y a certaines zones, quand elles sont soumises à un stimulus massif, et en particulier quand il y a les récepteurs bêta-1 couplés aux protéines GS, ça entraîne un effet inotrope positif, c'est les zones d'hyperkinésie, mais pro-apoptotique. Et dans d'autres zones, où vous allez avoir une modification de la signalisation intracellulaire, en particulier en regard des récepteurs bêta-2 adrénergiques couplés aux protéines GI, et ça va entraîner un effet inotrope négatif, c'est les zones d'hypokinésie, comme si le cœur cherchait à se protéger de la stimulation massive. Mais c'est anti-apoptotique, cardioprotecteur, et ça pourrait expliquer la récupération ultérieure. Quand vous avez une suspicion de FeO paragangliome sécrétant, il y a toute une série de traitements qu'il ne faut plus utiliser pour ne pas aggraver la situation. Ça peut être les bêta-bloquants, parce qu'ils risquent d'inhiber l'effet bêta-2 vasodilatateur s'ils ne sont pas cardiosélectifs, et ça va dévier les catécholamines en fait, vers les récepteurs alpha, et vous risquez de provoquer une vasoconstriction et une crise hypertensive. Les antidépresseurs qui vont faire monter la noradrénaline, les antagonistes de la dopamine comme les antivomitifs, les neuroleptiques, en anesthésie, curare et analgésique opioïde, toutes les amines qui ne sont pas logiques d'un point de vue physiopathologique et qui peuvent aggraver les choses, et les corticoïdes. Alors maintenant, quand penser à ces tumeurs sécrétantes? Ça, c'est le schéma classique du Takotsubo qui représente 1 à 2% des cas. Il y a une majorité de femmes âgées de 60 à 70 ans, avec des récidives dans 5 à 10% des cas. Eh bien, dans cette série-là de phéochromocytomes, les deux points déjà importants à retenir, c'est que les patients sont 20 ans plus jeunes et il y a plus d'hommes, 30%. Et on retrouve ici donc une comparaison entre à gauche les FeO qui vont se manifester par un Takotsubo et à droite la grosse série du New England de 2015 sur les Takotsubo. Donc, patients 20 ans plus jeunes, plus d'hommes, 30%. On a une fréquence cardiaque plus élevée, des fractions d'éjection nettement plus altérées à 28% contre 41% et des localisations différentes. Vous en avez bien sûr des apicales dans le FeO, mais il y a beaucoup plus de formes basales, 30%, et globales, 20%. Beaucoup plus également de complications intra-hospitalières dans 2/3 des cas et de choc cardiogénique dans 1/3 des cas. Et par contre, la mortalité n'est pas différente. Et surtout aussi, il y a plus d'épisodes récidivants. Donc, par exemple, vous avez un homme jeune qui fait son deuxième Takotsubo ou qui avait fait une myocardite avant ou un SCA et qui arrive pour un Takotsubo, faites-lui tout de suite un scanner thoraco-abdominopelvien sans et avec injection de produit de contraste. Là, vous avez un exemple de Takotsubo basal avec un gros FeO à droite. Alors, au scanner, qui est l'examen de référence, c'est des lésions tissulaires qui sont volumineuses. Ils font 3-5 cm. Il faut retenir qu'elles sont tout le temps à plus de 10 unités Hounsfield avant injection. Ça se rehausse et c'est très hétérogène, comme on le voit sur l'image. Ça, c'est vraiment une image typique. Nous, on voit ça, on dit c'est un FeO. On ne biopsie jamais. Ça peut saigner et ça va faire décharger les catécholamines. Et enfin, donc le choc dans ces tumeurs-là, il peut être favorisé si la tumeur se nécrose, ça peut être spontané, ça, ou s'il y a une hémorragie intratumorale. Ça relargue massivement les catécholamines. Et là, vous avez une coupe anapate de FeO avec des remaniements hémorragiques. Et j'ai bientôt fini. Dans la prise en charge, dans le Takotsubo, de façon générale, il est mis dans les recos de 2018 là qu'il faut essayer d'éviter les inotropes. Eh bien, c'est encore plus vrai pour les tumeurs sécrétantes.
Et dans les grandes lignes de prise en charge, il y a plusieurs choses. Donc, on doit corriger l'hypovolémie relative qui est liée à la vasoconstriction chronique. Donc, il faut remplir le patient. Il est recommandé d'utiliser des alpha-bloquants de façon progressive, surtout s'il y a une hypertension artérielle, bien sûr, et ça permet de limiter l'instabilité hémodynamique. C'est pas facile à mettre en place quand ils arrivent s'ils sont hypotendus, bien sûr. On peut renforcer par des émetteurs calciques INHTA et éventuellement les bloqueurs du SRA. Et les diurétiques, on les évite pour l'histoire d'hypovolémie relative, sauf s'il y a une indication cardiologique. Si vous avez une tachycardie ou des troubles du rythme sur ces tumeurs, il faut être extrêmement prudent avec l'utilisation des bêta-bloquants. Comme on a vu tout à l'heure, ils doivent être cardiosélectifs et il faut qu'ils soient précédés de 3 à 5 jours d'alpha-bloquants pour éviter la crise hypertensive. Quand il y a un choc cardiogénique, ce qui est recommandé, c'est de ne pas utiliser les amines vasopressives, de faire rapidement une assistance circulatoire pour passer le cap de cet orage adrénergique, et puis, comme on a vu avant, le remplissage et les alpha-bloquants quand on peut. Et tout ça, c'est pour arriver à un traitement curatif, qui sera la chirurgie. C'est vraiment le seul traitement curatif. Il faut que ça soit en centre expert, et le patient doit impérativement avoir été préparé, enfin, c'est l'idéal ça, pendant 1 à 2 semaines, pour éviter l'instabilité hémodynamique pré- et péropératoire. Et donc, en conclusion, pensez-y, quand vous avez la crise aiguë thyrotoxique est une urgence, devant un tableau cardiologique, c'est facile de faire un bilan thyroïdien, et n'hésitez pas à faire le score BWPS et de prendre un avis endocrino. Et quand vous avez une cardiopathie de Takotsubo qui peut se compliquer d'un choc cardiogénique, si vous avez des éléments, comme on a vu précédemment, qui vous évoquent un FEO, un paragangliome sécrétant, et ben faites tout de suite un scanner thoraco-abdominopelvien sans et avec injection de produit de contraste. Le dosage de méthoxylélie plasmatique, c'est bien sûr sans amine, peut-être au moins 24 heures après, mais avec des difficultés d'interprétation quand même en aigu. Et tout ça parce qu'il y a des mesures thérapeutiques spécifiques à mettre en place. Et prenez l'habitude de prescrire, c'est un peu nouveau ça, mais à 2 semaines du Takotsubo, des méthoxylés libres plasmatiques urinaires, vraiment dans le but de chercher cette cause qui peut être curable après et d'éviter une récidive gravissime pour le patient, potentiellement. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Laure. C'était, je pense, très clair. Je ne sais pas s'il y a des questions brûlantes. Moi, j'en ai une. Donc, tu l'as très bien expliqué. Donc, dans le Takotsubo, en systématique, pour toi, il faut rechercher un phéochromocytome. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies cardiologiques ou d'autres situations qui nécessitent une recherche systématique d'un phéochromocytome et qu'on ne fait peut-être pas assez en pratique courante? Il y a des tableaux de myocardite. Alors, pour l'instant, les experts français qui ont publié le PNDS n'ont pas mis le tableau de myocardite comme étant devant faire rechercher systématiquement le Takotsubo. Alors, peut-être, par contre, si le patient, à l'interrogatoire, vous avez un patient un peu jeune et qu'il a des poussées d'hypertension, céphalée sur palpitation, ça vaut peut-être le coup de rechercher ces symptômes cliniques, quoi. Mais ça ne fait pas pour l'instant dans la recommandation. Et le Takotsubo, c'est un peu récent quand même qu'on dise maintenant systématiquement de faire des méthoxylés à 2 semaines. Mais ça vaut le coup, je pense. Et devant un Takotsubo, par contre aussi le bilan thyroïdien, je pense, parce que comme ça, la thyrotoxicose est un facteur déclenchant possible aussi du Takotsubo, quoi. Tu le fais indépendamment de la clinique, par exemple, pour le bilan thyroïdien. Non, mais je suis en train de penser, là c'est vrai que je n'ai pas accès Takotsubo, c'est pas un cours sur Takotsubo, mais et bilan thyroïdien, mais ça peut faire partie l'hyperthyroïdie de trigger dans le Takotsubo. Donc je suis en train de me dire, là peut-être que ça vaut le coup de faire la TSH aussi, quoi. Oui. C'est plus facile à voir. Oui. Dans ton esprit, pour aborder le diagnostic, le scanner avec injection, c'est le bon examen en fait. Dans le Takotsubo, si on suspecte effectivement paragangliome, mais c'est pour ça qu'on dit thoraco-abdominopelvien, parce qu'on peut tomber sur un paragangliome thoracique-pelvien, c'est moins fréquent, c'est surtout les abdominaux qui sécrètent, mais ça vaut le coup, si on fait un scanner, de le faire d'emblée TAP. Tout à fait. Sans et avec injection. Oui. Parce que sans injection, c'est pour avoir la densité qui va être à plus de 10 UH, si on tombe sur une lésion, et avec injection, c'est pour voir si ça se rehausse. Et donc ce sera sensible, il y aura peu de faux négatifs, en revanche, il ne sécrète pas systématiquement ce qu'on peut trouver.
Alors, s'il y a un paragangliome non sécrétant, on peut tomber fortuitement sur ça, mais ce n'est pas ça qui va être responsable du tableau cardiologique, forcément. Il y en a plus qui sont non sécrétants que sécrétants. Dans les paragangliomes, probablement. Les féaux, on va dire qu'ils sécrètent, et les paragangliomes, beaucoup moins. Et ceux qui sécrètent, c'est les abdominaux, surtout. Il y a un peu thoracique et pelvien. Mais pas dans le même contexte, finalement. Ce sera deux contextes différents. S'il y a un contexte de phéochromocytome et qu'on tombe sur une lésion, il y a de fortes chances qu'elle soit sécrétante. Par contre, sur un scanner à titre systématique, dans le cadre de n'importe quel bilan, là, il y a on peut tomber sur un paragangliome, ou des fois, dans les examens, on tombe sur des paragangliomes cervicaux, mais qui sont non sécrétants. Donc, ils ne peuvent pas donner un tableau cardiologique. Pour donner des signes compressifs ou des choses comme ça. Mais le scanner permet d'avancer vite parce que les méthoxylés, déjà, on met plusieurs jours à avoir les résultats. Puis après, c'est pas très facile à interpréter. Alors quand même, il y a des papiers qui, moi j'ai lu des choses dans le Takotsubo, dans les dosages dérivés méthoxylés, quand même, ça reste plutôt à moins de 4 fois la normale. Donc ça a l'air un peu discriminant quand même, parce que plus de 4 fois la normale est en faveur d'une hypersécrétion. Et bien sûr, il ne faut pas que ça soit fait sous amine. Ça, c'est évident. On ne peut pas les interpréter. Merci beaucoup, Laure. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec deux présentations. Une présentation sur l'anesthésie du patient insuffisant cardiaque avancé par Léa Didier. Et on refera une présentation plus pragmatique, en tout cas vraiment technique, sur la réalisation de l'échographie pulmonaire par le professeur Nicolas Girard de Nancy. Donc on se retrouve à la même heure sur les mêmes liens la semaine prochaine. Merci à tous.